Ma mère se tenait à la réception de mon mariage, une coupe de champagne levée bien haut, son visage rayonnant de ce sourire particulier qu'elle réservait aux moments spéciaux, et à prononcer les mots qui allaient en faire exploser toute ma vie. Je suis si heureuse d'avoir deux filles, mais je dois être honnête, mon autre fille, c'est ma fierté. Elle regardait directement ma sœur Katie en le disant. Pas moi, Katie, à mon mariage. J'ai senti la main de David se resserrer sur la mienne sous la table, sa prise presque douloureuse, et la pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre la glace fondre dans le verre de quelqu'un à 3 tables de là. Les invités se sont agités sur leurs chaises, leur regard passant de moi à Katie, puis à ma mère, qui continuait de parler, inconsciente ou peut-être simplement déterminée à jouer son rôle, énumérant les réussites de Katie comme si elle acceptait un prix en son nom. Mon visage était en feu. Ma vision s'est rétrécie. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer, ni comprendre ce qui se passait, car sûrement, ma mère ne venait pas d'annoncer à mon mariage que ma sœur était la fille dont elle était réellement fière. C'est alors que David s'est penché vers moi et a murmuré 4 mots qui m'ont probablement sauvé la vie. On s'en va, maintenant. Ce moment, ce simple toast, m'a conduite à découvrir un mensonge de 28 ans qui expliquait chaque moment douloureux, déroutant et dégradant de mon enfance. Il expliquait pourquoi je n'étais jamais assez bien, pourquoi Katie était toujours plus, pourquoi le mot famille, dans ma maison, signifiait quelque chose de complètement différent de ce que je pensais. Mais j'anticipe, pour comprendre comment ma mère a pu se lever à mon mariage et déclarer publiquement sa préférence pour ma sœur, il faut comprendre les 45 ans de dysfonctionnement qui l'ont amenée à penser que c'était acceptable. Il faut comprendre ce qu'était réellement ma famille. Alerte spoiler, ce n'était pas ce que je pensais. Avant de continuer l'histoire, veuillez vous abonner. J'ai besoin d'atteindre 1000 abonnés pour pouvoir continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci chaque jour. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. Je dois vous ramener à l'époque où j'avais 7 ans et Katie 4, car c'est la première fois que je me souviens avoir remarqué que quelque chose clochait, même si je n'avais pas encore les mots pour le dire. Katie a eu la plus grande chambre. Non pas parce qu'elle était plus âgée ou qu'elle avait besoin de plus d'espace, mais parce que, comme ma mère l'a expliqué avec ce sourire patient, Katie a besoin d'espace pour s'exprimer, et tu es si douée pour te contenter de moins, Emma. J'avais 7 ans, je n'avais pas besoin de moins d'espace, mais j'ai appris à hocher la tête et à dire que c'était bien, car faire des histoires signifiait que j'étais difficile, et être difficile signifiait décevoir maman, et décevoir maman signifiait subir son silence glacial pendant des jours. Le matin de Noël était toute une mise en scène. La pile de cadeaux de Katie était toujours visiblement plus grande, emballée de manière plus élaborée, et quand j'ai posé la question une seule fois, ma mère a dit que Katie avait besoin d'un supplément d'amour et que je devrais être heureuse de partager. J'étais heureuse de partager. J'étais ravie de partager. Je suis devenue une experte du partage. Anniversaire, vacances, mardi au hasard. Katie recevait les nouveaux jouets, les vêtements de marque, le matériel d'art de luxe. Je recevais les choses pratiques, les vêtements de mes cousins, le discours « Tu es si mature pour ton âge, Emma », que je réalise maintenant n'être qu'un code pour « Nous ne te donnons pas la priorité ». Mon père, Tom, regardait tout cela se produire de derrière son journal. C'était un homme bon, de cette manière passive qui évite les conflits et qui rend les hommes bons inutiles quand on a vraiment besoin d'eux. Il ne contredisait jamais ma mère, n'intervenait jamais lorsque le favoritisme devenait flagrant. Il me lançait juste ses regards tristes et désolés, que je prenais pour de la sympathie, mais ce qui n'était en fait que de la culpabilité sur laquelle il n'était pas prêt à agir. Maman, Linda, était la chef d'orchestre de ce dysfonctionnement particulier. Elle décidait qui recevait quoi, qui méritait des éloges, qui avait besoin de se forger le caractère par une négligence bienveillante, et j'ai appris, très jeune, que mon rôle était d'être la fille facile, celle qui comprenait, la grande sœur responsable qui n'avait pas besoin d'autant parce que Katie, la précieuse Katie, avait besoin de plus.
Je suis devenue si douée pour ravaler ma déception que j'ai oublié que j'avais le droit de la ressentir. C'est au lycée que le schéma était passé de notable à c'est une plaisanterie. J'ai été au tableau d'honneur chaque semestre pendant 4 ans. La réponse de ma mère fut un c'est bien, ma chérie, distrait, avant de se retourner pour aider Katie avec sa fiche de lecture notée C-, qu'elle avait jugée trop difficile et injuste. J'ai été admise à l'Université d'État avec une bourse d'études partielle au mérite. Mes parents m'ont félicitée, puis m'ont expliqué que je devrais couvrir le reste moi-même parce que tu es si indépendante, Emma, tu t'en sortiras. Mais que Katie, la douce Katie qui était encore au collège et échouait en préalgèbre, aurait certainement besoin de leur soutien financier total le moment venu. J'ai eu 3 emplois pendant mes études. Les 4 années de Katie ont été entièrement payées, plus une voiture, plus un appartement, plus de l'argent de poche. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, mes parents sont arrivés avec 40 minutes de retard parce que Katie avait un rendez-vous chez le coiffeur qui s'était prolongé. Ils sont restés pour la cérémonie, ont manqué la réception du département à laquelle je les avais spécifiquement invités et sont partis avant le dîner parce qu'ils se levaient tôt le lendemain. Lorsque Katie a obtenu son diplôme 3 ans plus tard avec un diplôme en communication qu'elle n'utiliserait jamais, mes parents ont organisé une célébration d'une semaine qui comprenait une fête avec traiteur dans le jardin, un week-end à la plage et un fonds pour l'avenir de 5 000 $ pour l'aider à se trouver. J'ai eu une carte avec 50 $ dedans. Mais voici ce qui a vraiment cristallisé les choses pour moi, les vacances auxquelles je n'étais pas invitée. À partir de mes 16 ans, mes parents ont commencé à emmener Katie en voyage. Disney World, le Grand Canyon, une croisière. Quand j'ai demandé si je pouvais venir, ma mère a dit que quelqu'un devait rester à la maison pour surveiller la maison. Et comme j'étais si mature et responsable, il était logique que ce quelqu'un soit moi. J'ai passé une semaine seule à 16 ans à nourrir le chat, pendant que ma famille se créait des souvenirs sans moi. C'est arrivé 4 fois. 4 vacances distinctes dont j'ai été explicitement exclue. Et à chaque fois, ma mère a fait comme si on m'accordait un privilège, comme si garder la maison était un honneur au lieu de ce que c'était réellement. Un message clair sur ma place dans la hiérarchie. Mon père a accepté à chaque fois, silencieux et complice, et Katie n'a jamais dit une seule fois « Hé, peut-être qu'Emma devrait venir aussi. » Pas une seule fois. J'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai accepté un emploi à 4 États de là, ce que ma mère a qualifié d'abandon de la famille, mais qui, honnêtement, m'a semblé être la première vraie bouffée d'air que je prenais depuis des années. Je pensais que la distance aiderait, ce ne fut pas le cas. Chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque visite obligatoire à la maison, le même scénario se répétait avec des variations mineures. J'arrivais avec des cadeaux bien pensés et des histoires sur mes promotions, mes réussites, ma vie, et ma mère hochait poliment la tête avant de se tourner vers Katie avec un enthousiasme sincère pour discuter de sa dernière entreprise commerciale ratée ou de son passe-temps abandonné. Katie changeait d'emploi comme les gens normaux consomment des mouchoirs. Elle se faisait virer, démissionnait de façon spectaculaire ou cessait simplement de se présenter, et ma mère soupirait en disant « Elle cherche encore sa voie. » Et les expériences d'apprentissage sont si importantes. Pendant ce temps, j'ai obtenu une promotion majeure au poste d'analyste senior, et la réponse de ma mère a été « Eh bien, tu as toujours été douée avec les chiffres, comme si c'était un trait de personnalité avec lequel j'étais née, plutôt que quelque chose pour lequel j'avais travaillé incroyablement dur. Les échecs de Katie étaient traités comme des quêtes nobles. Mes succès étaient attendus, sans rien d'exceptionnel, à peine digne d'être mentionné. J'ai commencé à appeler moins, à visiter moins, à me construire une vraie vie où je n'étais pas constamment en train de passer une audition pour des miettes d'approbation que je n'obtiendrais jamais. Et puis j'ai rencontré David. David était un ingénieur logiciel aux mains sûres, et avec cette façon calme et observatrice de regarder le monde qui m'a donné le sentiment d'exister pour la première fois de ma vie. Nous sortions ensemble depuis 3 mois quand je l'ai ramené à la maison pour Noël, et je l'ai observé regarder ma famille avec une expression de plus en plus inquiète qu'il essayait de cacher mais n'y parvenait pas tout à fait.
Le dîner où ma mère a passé 45 minutes à parler du nouveau blog Bien-être de Katie, qui avait 12 abonnés, et exactement 0 minute à poser des questions sur le projet que j'avais dirigé et qui avait fait économiser 2 millions de dollars à mon entreprise. Le matin où ma mère a donné à Katie un pull en cachemire et à moi une bougie générique de chez Home Goods. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, David a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. « Ta famille ne te voit pas, Emma, et je ne pense pas que ce soit un accident. » J'en ai ri, j'ai trouvé des excuses. C'est juste leur façon d'être. Ils ne le pensent pas à mal. Toutes ces choses que l'on dit quand on a passé sa vie à normaliser sa propre négligence. Mais David n'a pas insisté. Il a juste posé des questions qui se sont logées dans mon cerveau comme des échardes. David est entré dans ma vie 2 ans avant le mariage, et avec le recul, je pense qu'il savait que quelque chose n'allait pas avec ma famille avant même que je ne les lui présente. Je les avais mentionnés nonchalamment, comme on le fait, et il avait eu cette expression sur le visage comme s'il faisait un calcul mental qui ne tombait pas juste, mais il n'a rien dit jusqu'à ce qu'il les rencontre lui-même. Ce premier dîner a eu lieu dans un restaurant local, en terrain neutre, et j'ai vu le visage de David passer par la confusion, l'inquiétude et quelque chose qui ressemblait à de la colère en mon nom, alors que ma mère passait 90 minutes à l'interroger sur son travail, sa famille, ses centres d'intérêt, et exactement 0 minute à me poser la moindre question. Quand Katie est arrivée, avec 30 minutes de retard, ma mère s'est illuminée comme si on l'avait branchée, et soudain, la table a retrouvé une énergie, une chaleur et des rires qui n'existaient pas quand il n'y avait que moi. Sur le chemin du retour, David s'est resté silencieux un long moment, avant de finalement dire « Ta famille ne te voit pas, Emma. Ils te regardent sans te voir. » Je les ai défendus immédiatement, instinctivement, de la manière dont on défend les gens qui nous font du mal quand on a passé toute sa vie à se faire dire que leur traitement est normal. C'est juste leur façon d'être. Ils ne le pensent pas à mal. Maman est juste excitée par le nouveau travail de Katie. C'est tout. David n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête et dit « D'accord », mais je pouvais le voir classer l'information, l'ajouter à l'évaluation qu'il était en train de construire. Au cours des mois suivants, il posait ces questions prudentes qui semblaient métanodines, mais ne l'étaient pas. « Est-ce que ta mère t'interrompt toujours comme ça? Est-ce que Katie s'est toujours attribué le mérite de tes idées? Pourquoi t'excuses-tu autant alors que tu n'as rien fait de mal? » Il ne m'a jamais dit que ma famille était toxique, ne m'a jamais posé d'ultimatum, ni exigé que je coupe les ponts. Il a simplement tendu un miroir sous la forme de questions douces et m'a laissé voir mon propre reflet, mes propres schémas, la façon dont j'avais appris à me faire plus petite, plus silencieuse et plus invisible pour accommoder des gens qui ne m'accommoderaient pas en retour. C'est David qui a prononcé pour la première fois les mots « l'enfante, en or et le bouc émissaire », qui a expliqué que le dysfonctionnement familial suit souvent des schémas prévisibles, qui a validé que non, je n'étais pas folle, et oui, ce que j'avais vécu toute ma vie avait un nom. Il ne m'a pas sauvée. Il s'est simplement tenu à mes côtés et a refusé de prétendre que ce qui se passait était normal jusqu'à ce que je ne puisse plus le prétendre non plus. David m'a demandé en mariage sur un sentier de randonnée au coucher du soleil, juste nous deux, et c'était parfait, privé et exactement ce que je voulais, ce qui aurait dû être mon premier indice que le mariage lui-même allait être un cauchemar. J'ai appelé mes parents ce soir-là, vibrant presque de bonheur, et ma mère a dit « Oh, c'est merveilleux, ma chérie », de cette voix enjouée qu'elle utilise quand elle joue l'enthousiasme. Puis, même pas 5 secondes plus tard, est-ce que Katie fréquente quelqu'un de sérieux? J'espère tellement qu'elle se casera aussi. L'annonce de mes fiançailles s'est transformée en une séance de spéculation sur la vie amoureuse de Katie en moins d'1 minute. J'aurais dû raccrocher à ce moment-là. David et moi voulions un petit mariage, peut-être 60 personnes, des amis proches et de la famille, intime et significatif. J'ai fait l'erreur d'en parler à ma mère, qui a immédiatement annoncé qu'elle adorerait aider à l'organisation, ce que je savais être un code pour prendre le contrôle. Mais j'ai pensé que peut-être pour une fois, elle serait vraiment là pour moi. Elle voulait inviter des gens que je n'avais jamais rencontrés. Ses amis du club de lecture, les associés de mon père,
Des parents éloignés qui ne m'avaient pas parlé depuis mes 12 ans. Quand j'ai protesté, en disant que nous voulions que ça reste petit, elle m'a frappé avec son arme préférée. La famille, c'est important, Emma. Tu ne peux pas être égoïste à ce sujet. Un mariage, ce n'est pas que pour toi, c'est pour réunir tout le monde. Un mariage, ce n'est pas que pour moi. À mon mariage, j'ai essayé de fixer des limites concernant la liste des invités, le lieu, le calendrier, mais ma mère avait un avis sur tout et présentait chaque désaccord comme si j'étais difficile ou ingrate. Elle voulait avoir son mot à dire sur les fleurs, le menu, le plan de table. Elle m'a envoyé des tableaux Pinterest de décoration que j'avais explicitement dit ne pas vouloir. Elle a appelé des prestataires que j'avais déjà réservés pour juste poser des questions, ce qui était en réalité un code pour saper tes décisions. Et chaque fois que j'exprimais ma frustration, elle soupirait et disait que j'étais dramatique, qu'elle essayait juste d'aider, que la plupart des filles seraient reconnaissantes d'avoir une mère moi aussi impliquée. David a observé tout cela se dérouler avec une alarme croissante et suggérait doucement que nous devrions peut-être simplement nous enfuir pour nous marier. Mais j'étais déterminée à prouver quelque chose, bien que je ne sois pas sûre de quoi. Que je pouvais avoir une journée qui soit vraiment à moi, que ma mère pouvait être là pour moi comme elle était constamment pour Katie, que je méritais aussi une célébration. Alerte spoiler. J'avais tort sur toute la ligne. Je voulais que ma meilleure amie Sarah soit ma demoiselle d'honneur, la femme qui avait été là pour moi à l'université, pendant les ruptures, à chaque moment majeur de ma vie d'adulte, et quand j'ai dit ça à ma mère, elle a littéralement ri et a dit « Ne sois pas ridicule, Emma, Katie est ta sœur, elle doit être ta demoiselle d'honneur, c'est la tradition. » J'ai essayé d'expliquer que Sarah était plus comme une sœur pour moi que Katie ne l'avait jamais été, et le visage de ma mère est devenu glacial, comme il le fait quand vous avez franchi une ligne que vous ne saviez pas exister, et elle a dit « Tu n'excluras pas ta sœur de ton mariage, c'est définitif. » Alors Katie est devenue mademoiselle d'honneur et elle a traité l'organisation de mon mariage comme si c'était une audition pour une émission de télé-réalité dont elle était la vedette. Elle a changé mes arrangements floraux sans demander parce que les roses, c'est dépassé, Emma, il te faut des pivoines. Elle a dit au traiteur de changer mes choix de menu parce que personne n'aime vraiment le poulet. Crois-moi. Elle a redessiné mon plan de table parce qu'elle avait un meilleur sens de la circulation. Chaque décision que je prenais, Katie avait des remarques, et ma mère la soutenait à chaque fois avec des phrases comme « Elle a meilleur goût » et « Katie sait ce qu'elle fait » et ma préférée « Laisse-la juste t'aider, Emma. Pourquoi dois-tu toujours être si contrôlante ?» Je n'étais pas contrôlante. J'essayais d'avoir une chose, une journée, qui reflète ce que David et moi voulions vraiment, mais Katie traitait cela comme si c'était son tableau Pinterest prenant vie et que j'étais juste la mariée gênante qui se mettait en travers de sa vision. David a été témoin d'une séance de planification particulièrement brutale où Katie m'a littéralement dit que mon choix de robe était bien si tu veux avoir l'air mémère, et ma mère a hoché la tête avec sympathie en direction de Katie, pas de moi, et plus tard dans la voiture, David a dit « Emma s'empire, nous ne sommes pas obligés de faire ça. » Mais je continuais à dire que je pouvais gérer, que c'était bien, juste quelques mois de plus, et ce serait fini. J'étais tellement engagée à maintenir la paix que je ne voyais pas que j'étais la seule à essayer. Katie n'essayait pas. Maman n'essayait pas. Elle passait en force, et j'appelais ça un compromis, parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire toute ma vie. L'incident du magasinage de la robe a été le moment où Sarah a cessé d'être polie au sujet de ma famille, et honnêtement, j'aurais dû l'écouter. J'ai trouvé ma robe dans la 3e boutique que nous avons visitée, une magnifique robe de coupe trapèze avec de délicates manches en dentelle, et quand je l'ai enfilée, j'ai vraiment pleuré parce que je me sentais moi-même, comme la mariée que je voulais être, et Sarah pleurait aussi, disant que j'étais parfaite. Ma mère a dit « c'est joli » de cette voix plate qui signifie qu'elle est peu impressionnée. Puis Katie, qui était censée être là pour me soutenir, a dit « Je peux l'essayer, juste pour voir. » La conseillère a semblé mal à l'aise, mais lui a trouvé une taille. Et Cathy est sortie de la cabine d'essayage en faisant une petite pirouette. Et je jure, devant Dieu,
Le visage de ma mère s'est transformé en une joie véritable, le genre d'expression que j'avais poursuivie toute ma vie, et elle a dit « Oh, Katie, tu es magnifique, cette robe a été faite pour toi. » Katie a acquiescé naturellement et a dit qu'elle la préférait sur elle, et je suis là, en jean, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing, et ma mère s'est tournée vers moi et a dit « Tu sais, Emma, peut-être que tu devrais choisir autre chose pour éviter la comparaison. Tu ne voudrais pas que les gens pensent que Katie est plus belle dans ta robe que toi. » Sarah, Dieu la bénisse, a dit « Vous êtes sérieuse là? Là? » D'une voix qui aurait pu décaper de la peinture, et ma mère a eu l'air offensée et a dit qu'elle était juste pratique. Et Katie a dit « Je ne dis pas que je porterai cette robe exacte, je dis juste qu'elle me va mieux. » Et je me suis sentie hocher la tête, vraiment hocher la tête, comme si c'était un retour raisonnable au lieu de la chose la plus insensée qui soit jamais arrivée. J'ai fini par acheter une autre robe, une que ma mère et Katie ont approuvée, une que j'aimais moins, parce que l'alternative était de faire une scène et d'être difficile. Sarah n'a pas adressé la parole à ma mère ni à Katie le reste de la journée, et quand j'en ai parlé à David plus tard, en essayant d'en rire comme si c'était juste une dynamique familiale bizarre, il a posé son café, m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à un chagrin d'amour et a dit « Emma, ce n'est pas normal, ce n'est pas une famille. Une famille ne fait pas ça. » Je lui ai dit qu'il exagérait. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il n'avait pas affaire à un simple drame familial ordinaire, mais à quelque chose dont les racines étaient si profondes que je ne pouvais plus les voir. 3 mois avant le mariage, ma mère a appelé pour dire qu'il voulait contribuer financièrement, parce que c'est ce que font les parents. Et je savais que c'était un piège, mais David et moi essayons d'être généreux, d'essayer de les inclure. Alors nous avons dit oui, même si nous avions déjà tout payé nous-mêmes. Le chèque est arrivé avec un mot, et j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas ouvrir une enveloppe de ma mère sans équipement de protection, car attaché au chèque de 3 000 $ se trouvait une liste de conditions. Il devait approuver la liste finale des invités. Katie avait besoin d'une contribution significative à toutes les décisions restantes. Il voulait s'asseoir avec notre organisateur de mariage pour discuter de la vision. David a regardé le chèque, m'a regardé et a dit « Nous n'encaissons pas ça. » Mais je faisais déjà le calcul dans ma tête, le calcul que j'avais fait toute ma vie où j'essaie de déterminer ce que je vaux pour mes parents en dollars, 3 000 $. La fête de remise de diplôme de Katie, celle que je n'ai pas eu le droit d'aider à organiser parce que c'était son jour spécial, a coûté 15 000 $. Je le sais parce que j'ai entendu mon père au téléphone avec le traiteur. 15 000 $ pour une fête de remise de diplôme pour un diplôme en communication qu'elle a à peine obtenu, contre 3 000 pour mon mariage, avec des conditions attachées. La générosité était écrasante. Je voulais déchirer le chèque-ci immédiatement, le renvoyer avec un mot disant « Gardez votre argent de culpabilité », mais David a dit que nous devrions attendre, y réfléchir, avoir une conversation avec eux sur les limites. Avant que nous puissions faire quoi que ce soit, ma mère a appelé avec plus d'exigence. Elle avait besoin d'ajouter des invités supplémentaires pour des personnes auxquelles j'avais spécifiquement dit non. Elle voulait que Katie fasse un discours à la réception. Elle voulait un droit d'approbation sur mes choix de coiffure et de maquillage parce qu'elle ne voulait pas être embarrassée sur les photos. Chaque conversation est devenue une négociation. Chaque limite que j'essayais d'établir est devenue la preuve que j'étais difficile et ingrate, et les 3 000 $ planaient surtout comme une épée, comme s'ils avaient acheté le droit sur mon mariage avec ce qui équivalait à de l'argent de poche comparé à ce qu'ils avaient dépensé pour Katie pour littéralement n'importe quoi. David n'arrêtait pas de dire que nous devrions le rendre, et je n'arrêtais pas de dire « Laisse-moi gérer ça, laisse-moi juste surmonter ça », et il me regardait avec cette tristesse que je faisais semblant de ne pas comprendre, parce que la comprendre signifiait admettre que ma famille ne serait jamais là pour moi comme j'en avais besoin. 1 semaine avant le mariage, ma mère m'a informée. Pas demandé,
informé, qu'elle avait réservé le lieu du dîner de répétition et qu'elle ferait un discours sur ses 2 filles à la réception. Je me souviens m'être tenue dans ma cuisine, tenant le téléphone loin de mon oreille et articulant silencieusement « C'est quoi ce bordel ?» à David, qui faisait la même tête en face de moi. J'ai dit, prudemment, « Maman, c'est mon mariage, pourquoi ferais-tu un discours sur Katie? » Et elle a répondu, « Parce que j'ai 2 filles, Emma, et un mariage. C'est une affaire de famille. Je ne vais pas exclure ta sœur de mon toast, juste parce que c'est toi qui te maries. » La logique était si tordue qu'il m'a fallu 1 minute pour formuler une réponse, et le temps que je le fasse, elle était passée à me parler du lieu qu'elle avait réservé, un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, pour un dîner de répétition que David et moi avions déjà prévu à un autre endroit. Quand je lui ai fait remarquer, elle a dit qu'elle avait déjà versé un acompte et invité des personnes supplémentaires, des gens de son côté, qui méritaient d'être inclus dans la célébration, et que je devais appeler mon lieu pour annuler. Katie était en pleine spirale dans les jours précédant cela, de plus en plus possessive sur chaque détail, m'appelant à des heures bizarres, pour discuter des arrangements de centre de table et suggérant des changements à la cérémonie parce que je pense juste que ça pourrait être plus fluide. Comme si elle était une organisatrice de mariage au lieu d'une demoiselle d'honneur qui n'avait littéralement rien fait d'utile à part critiquer mes choix. Je me suis opposée au détournement du dîner de répétition. J'ai dit que nous avions déjà prévu quelque chose, que nous avions nous-mêmes déjà payé un acompte, et la voix de ma mère est devenue glaciale, et elle a dit « Tu es ingrate, Emma. Nous essayons d'aider, nous essayons de rendre ce mariage spécial, et tout ce que tu fais, c'est te plaindre. » Je ne me plaignais pas. J'essayais d'avoir des limites, mais dans ma famille, les limites et les plaintes étaient la même chose. Toutes 2 aussi offensantes, toutes 2 des signes que j'étais égoïste et difficile. David a entendu cette conversation et a fait un geste comme s'il allait me prendre le téléphone et dire à ma mère exactement ce qu'il pensait de son aide. Mais j'ai secoué la tête parce que j'essayais encore, même à ce moment-là, de maintenir la paix, d'arriver au mariage sans une crise familiale complète, ne réalisant pas que la crise était déjà en cours et que j'étais la seule à ne pas la voir. Le matin du mariage, j'étais dans la suite nuptiale avec Sarah et mes demoiselles d'honneur, et ma mère était censée arriver à 9h pour m'aider à me préparer, une tradition que j'avais bêtement pensé pouvoir être agréable, une chance d'avoir un bon souvenir avant que tout ne dérape. Elle est arrivée à 11h, avec 2 heures de retard, accompagnée de Katie, et quand je lui ai demandé où elle avait été, elle a dit nonchalamment « Oh, Katie avait besoin d'aide avec sa robe, tu sais combien il est important qu'elle soit belle sur les photos. » Katie n'était pas dans le cortège. Katie était une invitée. Mais bien sûr, sa robe était la priorité le jour de mon mariage. Ça collait. Mes cheveux et mon maquillage étaient déjà faits quand maman est arrivée, professionnellement, par des gens que j'avais engagés, et elle m'a regardée avec cette expression pincée et a dit « C'est un peu trop, tu ne trouves pas? Pas? » et a commencé à suggérer des changements, tendant la main vers mes cheveux, comme si elle allait défaire le travail de la styliste, et j'ai dû reculer et dire « Maman, non, j'aime comme c'est. » Elle a fait une grimace et a dit « Katie aurait choisi quelque chose de plus élégant. » Et c'est à ce moment-là que la mère de David, Patricia, qui aidait tranquillement avec ma robe dans le coin, s'est redressée de toute sa hauteur et a dit « Linda, si tu ne peux pas être encourageante, tu dois partir. C'est le jour d'Emma et tu en fais une affaire personnelle. » Le silence s'est fait dans la pièce. Personne ne parlait à ma mère comme ça, personne ne la défiait, et j'ai vu son visage passer par le choc, l'offense, puis cette expression de victime qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies, et elle a dit d'une voix tremblante « J'essaie juste d'aider ma fille, je ne sais pas pourquoi tout le monde m'attaque. » Patricia n'a pas reculé, elle a juste dit « Alors aide-la en étant gentille. » Et ma mère a soufflé et est allée s'asseoir dans le coin avec Katie, où elles ont chuchoté entre elles et m'ont lancé des regards comme si j'étais le problème. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec le couteau à gâteau que je n'avais pas encore utilisé, et Sarah m'a serré la main et a chuchoté « Tu n'es pas obligée de les laisser rester. » Mais je l'étais, n'est-ce pas? Parce que c'était de mes parents,
Et c'était mon mariage. Et je fonctionnais encore sous l'illusion que la famille signifiait être présent, même quand ils vous blessent. J'étais tellement stupide. La cérémonie elle-même s'est bien déroulée, si l'on ne compte pas le visage de ma mère pendant tout ce temps, que je ne peux décrire que comme une tête de cul de chat, comme si elle suçait un citron tout en sentant quelque chose de pourri, mais elle s'est suffisamment maîtrisée pour que la plupart des invités ne le remarquent probablement pas. David et moi avons échangé nos vœux. Nous nous sommes embrassés, avons remonté l'allée en tant que mari et femme, et pendant environ 45 minutes, je me suis sentie vraiment heureuse, comme si nous avions peut-être surmonté le pire et que la réception ne serait que des choses de mariage normal. Le cocktail s'est bien passé, le dîner était magnifique, et j'ai commencé à me détendre pour la première fois depuis des semaines, alors que nous faisions notre première danse, coupions le gâteau et participions à toutes les activités de mariage normales que les gens font quand leur famille ne les sabote pas activement. J'aurais dû m'en douter. Katie n'arrêtait pas de s'immiscer dans des moments qui n'étaient pas les siens, bombardant les photos de moi et David, m'attrapant le bras pour poser ensemble quand le photographe essayait de prendre des clichés de la mariée et du marié seul, riant trop fort et se tenant trop près comme si elle était aimantée par toute caméra dans un rayon de 50 pieds. Ma mère était juste là avec elle, redirigeant littéralement l'attention du photographe, disant des choses comme « Oh, prenez-en une de mes deux filles » et « Katie, mets-toi là, la lumière est meilleure », traitant ma réception de mariage comme si c'était une séance photo de famille où tout le monde méritait une attention égale. Le photographe, Dieu le bénisse, essayait poliment de se recentrer sur moi et ma mère continuait de l'ignorer et j'ai vu la mâchoire de David se crisper de plus en plus au fil de la soirée. Puis le DJ a annoncé qu'il était temps pour les toasts et Sarah est passée la première en tant que demoiselle d'honneur, faisant ce discours magnifique et drôle sur notre amitié qui m'a fait pleurer. Puis le témoin de David a suivi et enfin ma mère s'est levée avec sa coupe de champagne, et j'ai senti chaque muscle de mon corps se tendre parce que je savais, quelque part au fond de mes tripes, où vivent toutes vos pires peurs, je savais que quelque chose de terrible allait se produire. Je ne savais juste pas à quel point. Ma mère s'est levée avec sa coupe de champagne, et la salle s'est tue comme... Elle le fait quand quelqu'un s'apprête à porter un toast, et elle a commencé avec les banalités habituelles sur le fait d'être une mère, de voir ses filles grandir, sur la chance qu'elle avait, et j'ai commencé à me détendre un peu parce que peut-être qu'elle allait juste faire un toast de maman normale et que nous pourrions tous continuer la réception. Puis elle a dit « Je suis si heureuse d'avoir deux filles » et mon estomac s'est noué parce que pourquoi? Pourquoi parlait-elle de Katie lors de mon toast de mariage? Et avant que je puisse pleinement traiter cette pensée, elle m'a frappée, avec la phrase qui allait résonner dans ma tête pendant des mois. Mais je dois être honnête, mon autre fille est ma fierté. Elle regardait directement Katie en le disant, pas moi, la mariée, à mon mariage, mais Katie, et la salle est devenue si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles, ce bruit sourd et assourdissant qui couvrait tout le reste. Je ne pouvais plus respirer. Littéralement, je ne pouvais plus faire entrer d'air dans mes poumons. La main de David s'est crispée sur la mienne si fort que j'ai cru que mes doigts allaient se briser, et je l'ai senti se raidir à côté de moi. Mais je ne pouvais ni bouger, ni réagir, ni rien faire d'autre que de rester assise là, pendant que ma mère continuait de parler comme si elle n'avait pas juste fait exploser une bombe à la table d'honneur. Elle a continué sur les réussites de Katie, la force de Katie, la résilience de Katie, à quel point elle était fière de la femme que Katie était devenue. Et les invités se tortillaient sur leurs chaises, échangeant des regards horrifiés. Et j'ai vu Sarah à moitié debout, comme si elle allait physiquement plaquer ma mère loin du micro. Mais j'étais figée, absolument figée dans ce moment d'humiliation publique. Ma mère a finalement conclu avec « Alors, à Emma et David, et à la famille », comme si elle n'avait pas passé 3 minutes à expliquer que son autre fille était celle qu'elle appréciait vraiment, et quand elle s'est assise, elle avait l'air satisfaite d'elle-même, comme si elle avait réussi son coup, et Katie souriait, vraiment souriait, et mon père fixait son assiette comme si en la regardant assez fort, il pouvait disparaître dedans.
David s'est penché vers moi, sa voix basse et tremblante d'une fureur contenue, et a murmuré 4 mots directement dans mon oreille. « On s'en va. Maintenant. » J'ai hoché la tête parce que qu'allais-je faire d'autre? Rester et prétendre que c'était normal, que ma mère n'avait pas juste classé publiquement ses filles à ma propre réception de mariage. David et moi nous sommes levés de la table d'honneur et avons quitté notre propre réception de mariage sans dire un mot à personne, et mes parents et Katie nous ont suivis dehors sur le parking, la voix de ma mère aiguë et exigeante criant « Où allez-vous, Emma? Reviens ici, tu gâches tout! » Je me suis retournée et je l'ai juste regardé fixement, parce que l'audace absolue de sa part de dire que je gâchais tout alors qu'elle venait de m'humilier publiquement à mon propre mariage, et Katie a ajouté « C'est tellement typique de toi, toujours si dramatique, ce n'était qu'un toast, Emma, mon Dieu. » Et c'est à ce moment-là que David, le David calme, patient, qui évitait les conflits, s'est interposé entre moi et ma famille et a dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. « Non, vous n'avez plus le droit de faire ça. » Ma mère a bafouillé quelque chose sur comment osait-il lui parler de cette façon, et mon père a finalement retrouvé sa voix pour dire « Calmons-nous tous et rentrons à l'intérieur. » Et David a dit « Nous partons, et vous devez rester loin de nous. » Et il a posé sa main sur mon dos et m'a guidée vers notre voiture. Ma mère criait derrière nous à propos de l'argent qu'ils avaient dépensé, de mon ingratitude, de la façon dont je déchirais la famille, et Katie criait quelque chose sur le fait que je ramenais toujours tout à moi, et je suis montée sur le siège passager dans ma robe de mariée, et j'ai juste commencé à sangloter, ces énormes sanglots haletants que je ne pouvais pas contrôler. David nous a conduits à notre hôtel, celui où nous étions censés aller après une nuit complète de célébration, et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, je ne pouvais pas m'arrêter de dire « Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est vraiment arrivé? » Encore et encore, comme si en le répétant assez de fois, cela commencerait à avoir un sens. David m'a tenue dans ses bras dans la chambre d'hôtel, toujours dans son smoking, mon maquillage coulant sur mon visage, mon jour de mariage parfait détruit, et il n'arrêtait pas de dire « Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée », et je n'arrêtais pas de dire « Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi dirait-elle ça à mon mariage? » Comme s'il y avait une réponse qui ferait moins mal. Il n'y en avait pas. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans la chambre d'hôtel, portant encore ma nuisette parce que j'avais été trop anéantie pour me déshabiller complètement. Et David était déjà réveillé, assis sur le bord du lit tout habillé, fixant son téléphone avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. J'étais engourdie, complètement vidée de l'intérieur, comme si quelqu'un avait retiré mes entrailles et n'avait laissé qu'une coquille, et David était furieux de cette manière calme et dangereuse où l'on sait que quelqu'un retient une explosion. Son téléphone n'avait cessé de vibrer, message après message, et il l'avait mis en sourdine à un moment donné pendant la nuit, mais maintenant, il les parcourait, son visage s'assombrissant à chaque balayage. La plupart provenaient de ma mère et de Katie, des variations sur le thème de ma réaction excessive, de la honte que je leur avais faite, de la nécessité de m'excuser et de passer à autre chose. Il y en avait un de mon père, cependant, distinct de la discussion de groupe où ma mère et Katie jouaient là leur rôle de victime, juste un seul message envoyé à 3 heures du matin qui disait « Je suis désolée, tu méritais mieux. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » En pièce jointe, un fichier. David l'a ouvert et j'ai vu la couleur quitter son visage, vu sa main se mettre à trembler, l'ai vu devenir absolument pâle d'une manière qui m'a retourné l'estomac, parce que David n'avait pas peur, David n'était pas ébranlé, et ce qu'il y avait dans ce fichier avait provoqué les deux. Il m'a regardé, et sa voix était rauque quand il a dit « Emma, tu dois voir ça. » Je me suis assise, tout mon corps se tendant, et j'ai pris le téléphone de ses mains, et mon cerveau n'a pas pu traiter immédiatement ce que je regardais, car c'étaient des documents juridiques, des sceaux officiels, des dates datant de mes 3 ans, et les mots « finalisation de l'adoption » et le nom de Katie, et les noms de mes parents, et il m'a fallu plusieurs longues secondes pour comprendre ce que je lisais. Katie était adoptée. Katie avait été adoptée quand j'avais 3 ans, et personne, ni mes parents, ni Katie elle-même, personne
ne me l'avait jamais dit. Les documents montraient que Katie avait été adoptée quand j'avais 3 ans, ce qui expliquait pourquoi je n'avais aucun souvenir de son arrivée, pourquoi il n'y avait pas de photos de nous bébés ensemble, pourquoi toute mon enfance semblait avoir commencé à l'âge de 3 ans avec cette sœur qui était soudainement là. Mais ce n'était pas seulement l'adoption, c'était qui était Katie, la fille de la sœur de ma mère, ma tante Claire, décédée dans un accident de voiture. Katie était ma cousine, adoptée et rebaptisée ma sœur, et soudain le favoritisme obsessionnel de ma mère avait un nom. Le syndrome de l'enfant de remplacement. Ma mère n'avait pas seulement adopté la fille de sa sœur par amour, elle avait adopté une seconde chance, une occasion de materner sa sœur perdue, et moi, la fille existante, j'étais été rétrogradée pour faire de la place à ce projet de deuil. Il y avait des années de paperasse, de documents juridiques, de rapports d'études sociales, d'ordonnances judiciaires, tout cela décrivant comment mes parents fourniraient un foyer aimant à Cathy, tandis que moi, j'existais simplement en arrière-plan, déjà née, déjà là, pas assez spécial pour qu'on me pleure. Au bas du dossier se trouvait une note de mon père, tapée comme s'il ne pouvait même pas se résoudre à l'écrire à la main. Ta mère m'a fait promettre de ne jamais le dire. Elle a dit que ça t'embrouillerait, que ça n'avait pas d'importance, que Katie était ta sœur, maintenant, et que c'était tout ce que tu avais besoin de savoir. Je n'aurais pas dû accepter. Je l'ai regardé te traiter comme si tu étais moins importante toute ta vie, parce que pour elle, Katie représentait quelque chose qu'elle avait perdu, et tu n'étais que l'enfant qu'elle avait déjà. Katie le sait, elle l'a toujours su, ta mère le lui a dit quand elle avait 10 ans. Je suis désolée d'avoir été trop faible pour te le dire plus tôt. Tout s'est mis en place avec une clarté si soudaine que j'en ai eu le souffle coupé. Chaque anniversaire où Katie recevait plus. Chaque réussite de ma part qui était rejetée tandis que les échecs de Katie étaient célébrés. Chaque vacances dont j'étais exclue. Chaque moment où l'on me faisait sentir que je demandais trop quand je demandais le strict minimum. Le problème, ce n'était pas moi. Ça n'a jamais été moi. J'étais juste la fille que ma mère avait déjà avant que la fille qu'elle voulait vraiment n'arrive. J'ai d'abord appelé Katie parce que je devais savoir si mon père disait la vérité, si elle avait vraiment su tout ce temps, et elle a décroché à la 2e sonnerie en disant « Tu as fini ta crise de colère? Maman est vraiment contrariée. » J'ai dit « Savais-tu que tu étais adoptée? » Et il y a eu une pause, puis elle a dit « Bien sûr que je le sais depuis que j'ai 10 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? » Pas de surprise, pas de culpabilité, juste de l'agacement que je l'ai découvert. Et j'ai dit « Tu le savais et tu ne me l'as jamais dit. Tu as regardé maman me traiter comme une ordure pendant toute ton enfance et tu as laissé faire. » Et Katie a littéralement ri et a dit « Emma, tu étais déjà là. Je devais assurer ma place. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Me rendre moins importante pour que tu te sentes mieux. » Aucun remords, pas même un tout petit peu. Juste ce sentiment de droit défensif, comme si elle avait fait ce que n'importe qui aurait fait, et quand je l'ai interpellée, en disant qu'elle avait activement participé à ma maltraitance, elle a dit « Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique, tout ne tourne pas autour de toi. » Et j'ai raccroché parce que ça ne servait à rien. Katie s'était choisie au détriment de moi chaque jour et n'y voyait aucun problème. J'ai ensuite appelé ma mère et elle était hystérique avant même que je puisse dire un mot, criant « Ton père n'avait aucun droit de te le dire. Ce sont des affaires de famille privées. » Et j'ai dit « Je suis de la famille. L'adoption de Katie était mon affaire. » Et elle a essayé de se justifier en disant « Nous avons donné un foyer à Katie. Nous étions généreux. Nous étions de bonnes personnes qui prenaient en charge un enfant qui avait besoin de nous. » Et j'ai dit « Et l'enfant que vous aviez déjà, et moi. » Et elle a dit, comme si c'était évident, « Tu avais déjà tout. Emma, tu nous avais. Tu avais une maison. Katie avait besoin de plus. » J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose qui se fissurait depuis des années s'est finalement brisé. Et j'ai dit « Tu as effacé mon enfance pour faire de la place à ton deuil. » Tu m'as rendue invisible pour pouvoir prétendre que Katie était ta sœur ressuscitée, et ma mère a dit de cette voix froide qu'elle utilise quand elle a fini de faire semblant de s'en soucier. Tu es égoïste, Emma. La famille, ça signifie le sacrifice, et tu n'as jamais compris ça.
J'ai raccroché. J'ai simplement appuyé sur fin d'appel et suis restée assise là, tenant le téléphone, et David me regardait avec cette fureur protectrice, et j'ai réalisé que ma mère venait de tout confirmer, avait admis qu'elle m'avait sacrifiée pour Katie et pensait que je devrais lui en être reconnaissante. David et moi avons annulé la lune de miel que nous avions prévue et avons passé la semaine enfermés à l'hôtel à élaborer un plan. Quand nous sommes rentrés à notre appartement, la première chose que j'ai faite a été d'écrire une lettre à mes parents pour établir des limites claires de non-contact. Pas d'appel, pas de visite, pas d'email, pas de contact par des tiers. C'était fini. J'ai renvoyé les 3 000 $ avec les intérêts calculés au jour près, accompagnés d'une note qui disait « Je ne veux ni de votre argent de culpabilité, ni de vos conditions. » Puis j'ai bloqué leurs numéros, je les ai bloqués sur toutes les plateformes de médias sociaux, j'ai bloqué Cathy aussi, et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les singes volants qui ont commencé presque immédiatement, des membres de la famille élargie, que ma mère avait clairement contacté en premier, appelant et textant pour me dire que je surréagissais, que la famille, c'est pour toujours, que je devais pardonner et passer à autre chose parce que c'est ce que font les bonnes filles. Certains, je les ai bloqués immédiatement. À quelques-uns, j'ai dit la vérité. Je leur ai envoyé les documents d'adoption et une brève explication, et c'était intéressant de les voir changer de camp en temps réel, comprenant soudain que je n'étais peut-être pas l'enfant à problème et dramatique que ma mère avait dépeinte. Mon père a envoyé un dernier message environ une semaine après le début du non-contact, une longue excuse où il admettait qu'il était un lâche, qu'il m'avait laissé tomber, qu'il comprendrait si je ne voulais plus jamais lui parler, mais qu'il voulait que je sache qu'il était fier de moi et désolé pour tout. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai juste laissé cela dans cette zone grise où ça pouvait exister sans nécessité d'action de ma part. Katie a envoyé quelques messages menaçants sur le fait que je le regretterais, que je déchirais la famille, puis quand elle a réalisé que je ne répondais pas, elle a abandonné, passant probablement à se victimiser dans un autre contexte. 3 mois ont passé. J'ai commencé une thérapie. David m'a tenu la main pendant tout ce temps, ne disant jamais « Je te l'avais bien dit », même s'il aurait absolument pu le faire, et lentement, j'ai commencé à me sentir comme une personne plutôt qu'une blessure. 6 mois après le mariage qui s'est terminé par l'annonce de ma mère que ma sœur était sa fierté et la découverte d'un mensonge de 28 ans, David et moi vivons dans un autre état, dans une maison que nous avons achetée ensemble, et je m'épanouis d'une manière que je ne croyais pas possible. Un nouveau travail qui valorise réellement mon travail, de nouveaux amis qui n'ont pas des décennies de contexte, leur disant que je suis censée être la fille facile et accommodante, une paix réelle. Nous avons passé Noël sans obligation familiale pour la première fois de ma vie, juste moi, David et ses parents, qui m'ont pleinement accueilli, sans drame, sans compter les points, sans me demander si je serais un jour assez bien. Nous avons fait des biscuits, regardé des films, et c'était ennuyeux et parfait. Sarah, elle est venue le mois dernier et a dit que j'avais l'air différente, plus légère, comme si j'avais déposé quelque chose de lourd que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié sa présence. Elle avait raison. Je n'avais pas réalisé le poids que je portais jusqu'à ce que je le dépose enfin, toutes ces années, à essayer de mériter l'amour de personnes qui avaient décidé, avant même que je puisse m'en souvenir, que je n'étais pas la fille dans laquelle il valait la peine d'investir. J'ai passé beaucoup de temps en thérapie à parler de ce que la famille devrait être par rapport à ce qu'était la mienne, et voici ce que j'ai compris. La famille devrait être les personnes qui sont là pour vous, qui vous voient, qui ne vous font pas passer une audition pour obtenir le respect et l'affection de base. La famille de David fait ça, Sarah fait ça, mes parents ne l'ont jamais fait, et Katie a activement participé à mon effacement pour assurer sa propre position. Je ne suis pas orpheline, je suis libre. L'adoption elle-même n'était pas la trahison, pas vraiment. Les gens adoptent des enfants, les familles se mélangent et échangent, c'est normal. La trahison, c'était les décennies de mensonges, le favoritisme, l'effacement systématique de ma valeur pour soutenir Katie en tant que remplaçante du deuil de ma mère. La trahison, c'était le silence de mon père pendant qu'on me traitait comme un personnage secondaire dans ma propre vie. La trahison,
C'était Katie connaissant la vérité et l'utilisant comme une arme, en s'assurant tout l'amour et les ressources pendant que j'obtenais des miettes. Alors Reddit, vraie question, ai-je surréagi en coupant complètement les ponts après que ma mère a déclaré que ma sœur était sa fierté à mon mariage, ou aurais-je dû le faire il y a des années? Dites-le moi dans les commentaires.